il faut un CDI pour investir, c'est faux. Il faut beaucoup d'apports, c'est faux. Soi-disant, il faut être riche, totalement faux. J'ai fait mon premier investissement avec un salaire de 1 750 € par mois et 8 000 € d'épargne. Aujourd'hui, j'ai 39 biens locatifs et ma résidence principale. Et dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer. Pas de la théorie, de la pratique terrain avec les vrais chiffres, les vraies techniques bancaires et les vraies erreurs qui coûtent cher. Je suis Amal Castel, ancienne avocate en droit immobilier, chroniqueuse télé sur l'investissement locatif. Et je vais aller vite parce que je veux que cette vidéo vous rende opérationnel, pas juste inspiré. Avant de rentrer dans le concret, je veux répondre à la question que tout le monde se pose sans oser la formuler. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi pas la bourse, les cryptos, un livret A ou tout simplement ne rien faire? La réponse tient en un seul mot, l'effet de levier. Et c'est un concept qui change tout quand on le comprend vraiment. Quand vous mettez 10 000 € sur un livret A, vous avez 10 000 € qui travaillent pour vous. Si le livret rapporte 3%, vous gagnez 300 € par an. C'est tout. En immobilier, c'est même 10 000 €. Vous pouvez les utiliser comme apport pour acheter un bien à 100 000 €. La banque vous prête les 90 000 € restants. Vous avez donc 100 000 € qui travaillent pour vous, mais vous n'en avez sorti que 10 000. C'est ça l'effet de levier. Vous utilisez l'argent de la banque pour construire votre patrimoine. Et c'est le locataire qui rembourse le crédit avec son loyer, pas vous. Aucun autre placement ne vous permet de faire ça en bourse. Si vous voulez acheter pour 100 000 € d'actions, il vous faut 100 000 €. Personne ne vous prête pour investir en bourse. En immobilier, la banque vous prête parce que le bien est une garantie physique. Il existe, il a une adresse, il a une valeur, c'est tangible. Je vais vous donner un exemple très concret avec mes propres chiffres. Mon premier bien, c'est un studio de 14,9 m² dans le 16e arrondissement de Paris. Acheté 110 000 € en 2017, j'ai mis un apport uniquement les frais de notaire. La banque m'a prêté 108 000 €. Aujourd'hui, 8 ans après, ce studio vaut 190 000 €. Le capital restant dû est de 73 000 €. L'equity, donc c'est-à-dire la richesse nette que ce bien représente dans mon patrimoine, est de 117 000 €. Et pendant ces 8 ans, il m'a rapporté plus de 700 € de loyer par mois avec 0 vacances locatives. Pas un seul mois sans locataire. Donc avec 10 000 € de départ, j'ai créé 117 000 € de patrimoine et un revenu récurrent. Essayer de faire ça avec un livret A, c'est impossible. Et c'est exactement ce que Christophe, 63 ans, ancien professionnel du financement reconverti en conseiller d'orientation, a compris. Il a acheté un immeuble de 238 000 €, une maison avec 5 chambres meublées et 2 T3, le tout déjà occupé par des locataires. Rentable dès le premier jour. Et il n'a mis que 2 000 € de frais de dossier. Pas un euro d'apport. Le banquier a intégré les frais de notaire dans le prêt. En une opération, Christophe a constitué un patrimoine de 238 000 € et il touche l'équivalent d'un demi-SMIC de cash flow par mois pour 2 000 € sortis de sa poche. Maintenant, certains d'entre vous se disent « c'est bien joli, mais est-ce que c'est le bon moment pour investir ?» Je vais être très direct sur ce point parce que j'entends cette question depuis 2014. Je vais vous faire gagner du temps. Il n'existe pas de moment parfait. Quand les taux sont bas, les prix sont hauts. Quand les taux montent, les prix baissent. Vous n'aurez jamais une période où les taux baissent et les prix baissent en même temps. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un marché qui évolue en permanence et qui offre en permanence des opportunités pour ceux qui savent les repérer. Aujourd'hui, les vendeurs ont du mal à vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont ouverts à la négociation. J'ai des personnes que j'accompagne qui négocient 30 000, 40 000, 50 000 € sur des biens en ce moment. Parce que les vendeurs sont pressés et que les acheteurs se font rares. C'est le moment idéal pour négocier fort. Mon entourage me disait « attends que les taux baissent en 2014 ». Si j'avais attendu, je n'aurais pas mes 39 biens aujourd'hui. Les gens qui découragent d'investir sont dans 99% des cas des gens qui n'ont jamais investi eux-mêmes. Arrêtez de les écouter. Maintenant qu'on a posé le cadre, rentrons dans le concret et on va commencer par le sujet qui bloque le plus de gens, le financement. Quand vous allez voir une banque pour un investissement locatif, la première chose qu'elle regarde, c'est votre taux d'endettement et le rapport entre ce que vous devez rembourser chaque mois en crédit et ce que vous gagnez. Et depuis le 1er janvier 2022, il y a une règle imposée par le Haut Conseil à la stabilité financière, donc le HCSF, qui dit que ce taux ne doit pas dépasser 35%. D'où ça sort? C'est une mesure de protection. L'État ne veut pas que les gens s'endettent au point de ne plus vivre. Et en soi, cette règle, je la trouve saine. Si vous gagnez 3 000 € par mois, 35%, ça fait 1 050 € maximum de remboursement de crédit. C'est la limite au-delà de laquelle la banque considère que vous êtes en danger financier. Concrètement, si vous gagnez 3 000 € et que vous avez déjà un crédit pour votre résidence principale à 800 € par mois, il ne vous reste que 250 € de capacité pour un investissement locatif. Avec 250 € de mensualité, vous n'allez pas acheter grand-chose. Et c'est là que la plupart des gens se disent « c'est foutu, je suis bloqué ». Sauf que cette règle s'applique comme ça uniquement chez les banquiers classiques. Ceux qui sont formés pour prêter de la résidence principale et qui, quand ils voient un dossier d'investissement locatif, appliquent les 35% mécaniquement sans réfléchir plus loin. Il existe un autre monde bancaire et c'est celui-là qui a changé ma vie et celle de centaines de personnes que j'accompagne. Il existe des banquiers qui ne font que de l'investissement locatif. Sur 10 dossiers sur leur bureau, les 10 sont du locatif. Ces banquiers-là ne raisonnent pas du tout de la même manière. Eux, ils regardent une seule chose. Est-ce que le bien est rentable? Est-ce que tous les mois, les loyers couvrent largement le crédit et toutes les charges? Si la réponse est oui, ils vous financent.
même si votre taux d'endettement théorique dépasse les 35%. Pourquoi? Parce que si le bien s'autofinance, il ne représente pas un risque pour la banque. Au contraire, il crée de la richesse. La banque l'a compris. C'est votre banquier du coin qui ne l'a pas compris. Je vais vous donner 3 cas concrets pour que vous mesuriez la différence. Premier cas, mes propres parents. Ils avaient plus de 60 ans quand ils ont voulu investir. Plus de 60 ans, allez voir n'importe quel banquier classique, c'est quasiment impossible. Prêt limité à 15 ans, conditions restrictives partout. Avec un banquier investisseur, ils ont acheté 2 immeubles de rapport en 6 mois. Pourquoi? Parce que ce banquier considère que la retraite, c'est une sécurité. La retraite tombe à vie. C'est plus rassurant qu'un CDI de 3 mois. Deuxième cas, Bastien et Laurine. Auto-entrepreneur en e-commerce, pas de CDI, pas de fiche de paye au sens classique. Le profil que toutes les banques classiques refusent en 2 minutes. Banquier investisseur, ok pour le financement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 3 ans de bilan cohérent, une épargne propre et un projet rentable. Résultat, colocation qui rapporte 1687 € de cash flow net avant impôt par mois. Et ensuite, ils ont enchaîné sur une résidence principale à 330 000 € et un immeuble en SI à 284 000 €. Troisième cas, Aurore, 42 ans, restauration ferroviaire dans les TGV. Pour son troisième investissement, un immeuble de 12 appartements à 310 000 €, la banque d'affaires l'a financé en SCI sans 1 € d'apport. L'intégralité du prix financé par la banque. Son apport, elle l'a gardé pour les travaux. Notez bien que ces 3 cas ont un point commun. Ce n'est pas le CDI qui a fait la différence. C'est la stabilité professionnelle, des comptes bancaires propres et un bien véritablement rentable. C'est tout. Et j'insiste sur un point, les banquiers investisseurs, ils ne sont pas laxistes. Au contraire, ils sont extrêmement exigeants sur la rentabilité. Quand Bastien et Laurine ont présenté leur dossier de colocation, la banque a voulu savoir le type de baux utilisé, individuel ou collectif solidaire, le type d'ameublement, le profil des colocataires. Ce niveau de détail, votre banquier classique ne vous le demandera jamais, ou rarement, parce qu'il ne connaît pas assez le locatif pour savoir ce qu'il faut vérifier. Alors comment on enchaîne, entre guillemets, des biens sans être bloqué par les 35%, c'est là que la SCI entre en jeu. Le mécanisme est le suivant. Vous faites vos premiers investissements en nom propre, tant que votre taux d'endettement le permet. Si les biens sont rentables, le cash flow qu'ils génèrent compense largement l'endettement et ça peut renforcer votre dossier bancaire. Ensuite, quand vous approchez les 35% en nom propre, vous passez en SCI ou sous toute autre forme de structure avec un banquier investisseur. Et là, l'endettement de la SCI n'est pas comptabilisé dans votre taux d'endettement personnel, mais uniquement avec ses banquiers spécialistes. Et c'est comme si c'était une entité séparée. C'est exactement comme ça que j'ai fait. 5 studios à Paris en nom propre entre 2017 et 2019. Ensuite, quand j'ai approché les 35%, j'ai trouvé une banque et une seule qui m'a dit en SCI, on vous suit sans calcul de taux d'endettement à condition que les biens soient rentables. 4 immeubles en 2021. Cash flow entre 700 et 1000 € par mois par immeuble, net de charges et net d'impôts. Aurore a fait pareil, 2 colocations en nom propre, 1000 € de cash flow par mois, ensuite troisième opération en SCI, l'immeuble de 12 lots financé par une banque d'affaires. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que ça bloque la résidence principale après? La réponse est non si c'est bien fait. Le banquier qui m'a suivi en SCI pour mes immeubles a ensuite financé ma résidence principale à Paris pour 700 000 €. Même logique pour Bastien et Laurine, le cash flow de la colocation a débloqué le financement de leur maison à 330 000 €. La banque a vu que l'investissement locatif était rentable et ça a renforcé leur dossier au lieu de le plomber. Maintenant, deuxième grand sujet, savoir si un bien est vraiment rentable. Et c'est l'erreur que je vois le plus souvent. La majorité des gens calculent le cash flow en faisant loyer moins crédit. 1200 € de loyer, 900 € de crédit et ils se disent 300 € de cash flow. C'est faux, c'est dangereux. Et c'est ce qui fait que les gens se retrouvent en difficulté au bout de quelques mois en se disant « mais pourquoi je perds de l'argent alors que c'était censé être rentable ?» Le vrai cash flow, c'est le loyer moins absolument tout ce qui sort. Le crédit, oui, mais aussi l'assurance emprunteur, l'assurance propriétaire non occupant, ce qu'on appelle la PNO, la taxe foncière mensualisée, les frais d'expert comptable, si vous êtes en meublé, la provision pour travaux courants, parce qu'il y aura toujours une chaudière à remplacer ou un dégât des eaux, les charges de copropriété, la garantie des loyers impayés, et si c'est une colocation, l'internet, l'électricité des parties communes. Bastien et Laurine, quand ils donnent leurs chiffres, ils sont précis. Sur leur colocation, 3012 € de revenus locatifs, 875 € de crédit. Un novice dirait 2100 € de cash flow, c'est le rêve. Mais eux ont déduit la taxe foncière, la PNO, les réparations annuelles, l'entretien de chaudière, la gestion, tout. Et ils arrivent à 1687 € de cash flow net avant impôt. C'est toujours excellent, mais c'est la réalité, pas un fantasme. Aurore, pareil, première colocation, 1780 € de loyer, mais après 250 € de charges de copro, 70 € d'électricité, 120 € de taxe foncière, plus le crédit, il reste 600 € de vrai cash flow. Pas 1780 €, 600 €. Et c'est très bien, parce que c'est un vrai chiffre sur lequel on peut compter. Ma propre stratégie sur les immeubles, c'est toujours la même. Sur un immeuble d'environ 4 appartements, je fais en sorte que 2 appartements
simplement paye le crédit, les impôts et toutes les charges. Le reste, c'est du pur cash flow. Quand quelqu'un me présente un bien où le loyer couvre à peine le crédit, je dis non. Parce qu'il suffit d'un impayé, d'une grosse réparation, d'un mois de vacances locatives et vous êtes dans le rouge. Un investissement locatif doit générer une marge confortable, pas un équilibre précaire. Troisième grand sujet, où trouver des biens rentables? Je vais être direct. Si vous allez sur le Bon Coin et se loger en tapant immobilier locatif, vous allez trouver 95% de biens qui ne sont pas rentables. Les biens vraiment intéressants passent par des réseaux d'agents spécialisés, par du bouche à oreille entre investisseurs ou par des chasseurs de biens qui travaillent des marchés de niche. Mon premier bien, je l'ai trouvé parce que je cherchais dans un secteur très précis que je connaissais par cœur, le 16e arrondissement de Paris, là où je vivais. Et la négociation de 160 000 à 110 000 euros, elle a été possible parce qu'il y avait un problème juridique dans le règlement de copropriété. Une clause qui interdisait de vendre une chambre de bonne séparément. Tout le monde pensait que c'était un vice rédhibitoire. Moi, avec mon bagage d'avocate, j'ai regardé le code civil, j'ai demandé un avis au CRIDON, qui est un organisme spécifique, j'ai obtenu la jurisprudence, clause non conforme, négociation massive. Ce type d'opportunité, vous ne le voyez pas si vous n'avez pas les connaissances juridiques ou le réseau pour la repérer. Et c'est exactement pour ça que la plupart des résultats concrets de mes clients viennent du programme avec chasseur de biens. Le chasseur connaît le marché local, il a accès à des biens qui ne sont pas sur les portails, il prépare des dossiers complets avec photos, vidéos, chiffres et devis travaux avant même que le client se déplace. Alexandre et Laura, leur bien locatif, c'était un F2 neuf off-market trouvé par le chasseur, 0 travaux, balcon, bien placé, près du 92, entre 300 et 400 euros de cash flow par mois. Ils n'auraient jamais trouvé seul. Quatrième sujet, la fiscalité. C'est le sujet que tout le monde remet à plus tard alors qu'il faut s'en occuper en premier. La structure fiscale que vous choisissez avant d'acheter va déterminer combien d'impôts vous paierez pendant toute la durée de détention du bien. En location nue en nom propre, vous êtes imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Si vous êtes dans une tranche à 30%, chaque euro de loyer est taxé à plus de 47% quand on ajoute les prélèvements sociaux. C'est énorme. En LMNP, en meublé, vous pouvez amortir le bien et déduire beaucoup plus de charges, ce qui réduit drastiquement la base imposable. En SI à l'IS, l'imposition est de 15% sur les premiers 42 500 euros de bénéfices et la question de la transmission, comment transmettre le patrimoine aux enfants, se réfléchit aussi en amont. Béatrice, maman solo, cadre supérieur. Elle a acheté un immeuble de cet appartement, 1000 euros de cash flow net par mois. Et grâce au montage avec mon avocat fiscaliste, 20 000 euros d'économie sur les droits de succession. 20 000 euros récupérés juste en ayant fait le bon choix de structure avant l'achat. Cinquième sujet, le choix du mode d'exploitation. Location nue, meublée, colocation, courte durée, chaque mode a ses avantages et ses contraintes. Mais ma règle d'or, c'est un point sur lequel je ne transige jamais. Le bien doit être rentable en location longue durée, classique, avant d'envisager autre chose. La colocation, la courte durée, ce sont des boosters de rentabilité. Si le bien n'est pas déjà rentable en location classique, ces boosters sont un château de cartes. Un changement de réglementation et tout s'effondrera. Paul, 56 ans, fonctionnaire, premier investissement en location courte durée. On avait vérifié en amont que le bien était déjà rentable en location longue durée et il touche l'équivalent d'un SMIC par mois sur ce seul bien en cash flow. Et si demain la courte durée est interdite dans sa ville, il reste rentable. La colocation, quand c'est bien fait, c'est redoutablement efficace aussi. Aurore, premier appartement de 86 mètres carrés acheté 94 500 euros, T4 transformé en T5 en créant une chambre dans le grand salon, 4 chambres à 450 euros, 1780 euros de loyer par mois. Ce ratio loyer-prix d'achat, vous ne l'obtiendrez jamais en location classique. Et quasiment zéro vacances locatives en 5 ans. Parce qu'elle sélectionne bien ses locataires et qu'elle entretient une relation de confiance avec eux. En fin d'année, elle leur envoie une bouteille de champagne et des chocolats. Ça paraît anecdotique, mais ça fidélise et ça évite le turnover. Sixième sujet, la négociation. La plupart des gens pensent qu'on peut gratter 1000 ou 2000 euros. Non, la négociation immobilière, quand on sait ce qu'on fait, c'est 20 000, 30 000, 50 000 euros sur une seule transaction. Bastien et Laurine, bien affichés à plus de 200 000 euros, achetés 154 000, plus de 50 000 euros de négociation. Sur un seul mail structuré avec les bons arguments. Mon premier bien, 50 000 euros de négociation grâce à un levier juridique dans le règlement de copropriété. Les leviers de négo, c'est un vendeur pressé, un bien sur le marché depuis longtemps, des travaux importants à chiffrer, un DPE qui est mauvais, un problème juridique que vous pouvez résoudre. Et le moment de la négo, c'est le seul moment où vous pouvez gagner 50 000 euros en une conversation. Après la signature, c'est terminé. Vous ne récupérerez jamais cet argent. Septième sujet, et c'est celui que personne ne traite, la question qui détermine tout. Est-ce que ce bien correspond à
qui je suis. Parce qu'un bien rentable sur le papier peut devenir un cauchemar si vous n'avez pas le profil pour le gérer. J'ai accompagné un couple de producteurs de musique très bien payés, locataires à Paris, mais dès qu'ils sortent du périph', ils sont en stress. Si je les avais envoyés dans l'est de la France, ils n'auraient jamais dormi tranquille par exemple. À l'inverse, Céline Saïda, très frileuse, bien neuf à côté de chez elle, près de la Défense, zéro travaux, c'est ce qu'il lui fallait. Et Vincent et Ilan, 14 000 € de revenus mensuels à deux, emploi du temps délirant, eux, il leur faut du done for you total. Le chasseur trouve, rénove et place les locataires, ils signent et ils encaissent. C'est ce que j'appelle le profilage psychologique. Avant de regarder un seul bien, je cherche à comprendre votre rapport au risque, à la distance géographique, aux travaux, à la charge mentale. Deux personnes avec le même budget peuvent se retrouver avec des biens complètement différents. Et c'est normal, parce que le bon investissement, c'est celui qui doit vous correspondre. Si tout ce que je viens de vous dire vous parle, si vous voulez qu'on regarde ensemble votre situation et votre potentiel, réservez un appel sur amalcastel.com/audit. C'est en description, c'est gratuit, sans engagement. On analyse votre profil, votre épargne, vos objectifs et on vous dit honnêtement si on peut vous aider. On ne prend pas tout le monde. 8e et dernier sujet, pourquoi investir en locatif avant la résidence principale peut être plus malin. C'est contre-intuitif, mais quand vous achetez votre résidence principale en premier, vous prenez le maximum de votre capacité d'endettement pour un bien qui ne rapporte rien. Vous arrivez à 35% de taux d'endettement et ensuite, vous êtes bloqué pour investir. Si vous commencez par un investissement locatif très rentable, le cash flow compense l'endettement. Bastien et Laurine, colocation d'abord, très rentable. Quand ils sont allés voir les banques pour la résidence principale à 330 000 €, les banquiers ont dit oui, justement grâce au cash flow de la colocation. Bastien le dit, sans le locatif d'abord, jamais on n'aurait pu acheter une maison à ce prix. Moi, j'ai fait 5 investissements locatifs en nom propre avant d'acheter ma résidence principale à Paris. Et c'est parce que mes biens étaient très rentables que la banque a accepté de me prêter 700 000 € pour ma RP, donc ma résidence principale, en décembre 2024. Ce n'est pas la seule voie. Alexandre et Laura, eux, avaient besoin de la résidence principale d'abord. Laura était enceinte, le logement ne convenait plus. Je les ai accompagnés sur la résidence principale sans faire tourner le chrono du programme d'accompagnement, gratuitement, donc je les ai accompagnés pendant cette phase. Et ensuite, on est passé au locatif, 674 000 € de patrimoine en 14 mois, résidence principale comprise. Les deux chemins existent, mais il faut savoir que le chemin locatif d'abord est souvent plus intelligent financièrement, parfois, et dans les deux cas, ce qui compte, c'est d'être bien accompagné pour ne pas faire d'erreur. Aurore résume tout en une phrase. Je ne me serais jamais lancée seule. C'était inimaginable. J'avais besoin d'être accompagnée et rassurée. Aujourd'hui, un immeuble de 12 appartements, plus de 1 800 € de cash flow par mois et l'objectif de ne plus travailler pour ses 50 ans. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, l'investissement immobilier, en partant de zéro, c'est possible. La clé, ce n'est ni le CDI, ni l'apport, ni le moment parfait, c'est le bon banquier, le bon calcul de cash flow, la bonne structure fiscale, le bon bien pour le bon profil et surtout être entouré de personnes qui savent ce qu'elles font. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.